Bonsoir à tous. Shalom Aleichem. Erev Tov. Le cours de ce soir, un peu sur la Parnassa, un peu sur le Shalom Bayit. On va essayer de rentrer un peu dans la psychologie de la femme, que les Chachamim nous ont enseigné dans la Gemara. Et c'est un cours vraiment qui peut aider pas mal de gens. Je pense qu'aujourd'hui, 80% des gens qui manquent de Parnassa, que leur situation financière est dans un sale état, on peut dire que 80% de ces gens-là, c'est à cause du non-respect de leur femme. Pas qu'ils ne respectent pas leur femme, j'imagine qu'ils font beaucoup d'efforts, etc. Mais on va dire c'est maladroit. On va dire qu'ils n'ont pas le mode d'emploi et à cause de ça, ça crée des dégâts. Et la femme, elle ne se sent pas respectée. Et on va voir ce qui est écrit sur ça, que la parnassa, elle dépend du respect de la femme. On va expliquer qu'est-ce qu'elle a besoin la femme, qu'est-ce que l'homme doit faire. Et j'espère qu'on va pouvoir réussir à expliquer tout ça. C'est un peu... c'est pas compliqué, mais il y a du travail et c'est sûr et certain qu'une personne qui arrive à appliquer tout ça, elle peut non seulement avoir la parnassa, mais en plus la bracha et même s'enrichir. C'est ce que les Khamim lui promettent dans leurs enseignements. Et nous, on va essayer de comprendre maintenant comment ça marche pour pouvoir appliquer toutes ces choses-là. Ce cours, c'est le fruit de plusieurs Shalom Bayit. Chaque fois, c'était le même problème. Je me suis retrouvé face à des Shalom Bayit. Et lorsque j'explique le principe, tout le temps la même réaction. L'homme, il voit la lumière au bout du tunnel. Pour lui, c'est waouh, attends, maintenant je sais comment faire. Comme si il pédalait dans le vide et que maintenant il découvre comment ça marche. Et il se remplit de motivation pour pouvoir faire ce qu'il faut. Et la femme aussi, son visage, il s'illumine de waouh, c'est ça, c'est exactement ça. Il vient de décrire exactement ce que j'ai besoin. Qu'elle-même, elle n'arrivait pas à trouver les mots, à expliquer à son mari, et elle exprime ça de la mauvaise façon, généralement en se plaignant et en le piquant et en râlant et en lui rendant la vie dure, alors qu'en fait, elle voulait exprimer quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, je me suis dit qu'il fallait expliquer tout ça en quelques minutes pour pouvoir comprendre comment ça marche. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui ont des problèmes de Parnassa, je pense que c'est bien de leur passer ce cours-là parce que pour moi, à mon avis, 80% des problèmes, ça vient de ce sujet-là. Top, Bezrat Hashem. Alors on est parti. Donc la Gemara dans Baba Metzia, Nuntet Amoudbet, elle dit comme ça, Amoud Aleph, pardon. Elle dit Amar Rabbi Chelbo. Donc les Khamim ils disent comme ça, Rabbi Chelbo il dit Léolam Yehe Adam Zahir Bekvod Ishto. She'en bracha metsuya betor beto shel Adam ela bishvil Ishto. Shenemar Avram etiv ba'avura. La Gemara elle dit comme ça, donc un homme il doit toujours faire attention au respect de sa femme. Pourquoi? Parce que la bracha ne se trouve chez lui que pour sa femme. Toute la bracha qu'un homme il a, lui il est comme un genre il a un flux, que ce flux on lui donne pour sa femme. Lui il est l'intermédiaire. S'il ne transmet pas ce qu'il a la possibilité de transmettre à sa femme, alors on lui enlève la bracha. Lui il a entre les mains quelque chose que sa femme ne peut pas avoir sans lui, ok? Pas au niveau de l'argent, on ne parle pas de ça. On parle de ce qu'on lui a transmis, que lui peut transmettre ça à sa femme, ok? Et grâce à ça, il va recevoir la bracha. Shenemar ou Lavra Metiv Baoua, Vainu d'Amar Leu Rava Lebne Machosa. Ce qu'il disait Rava aux habitants de Machosa. Il leur disait comme ça, au Kirou, les Neshaïchou, Kiechi des Tita Atero. Respectez vos femmes afin de vous enrichir. Il leur disait, c'est simple, vous voulez vous enrichir? Respectez vos femmes. Celui qui respecte sa femme, il s'enrichit. Et juste avant, on a dit quoi? Celui qui respecte sa femme, il a la bracha, la bénédiction dans sa maison. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui a donné, c'est pour sa femme. Il doit transmettre. Il a une capacité à transmettre quelque chose à sa femme. S'il lui transmet, il a la bracha. Donc, on va essayer maintenant on va donner le mode d'emploi, comment s'enrichir, comment ça marche. Je pense que n'importe quel homme au monde doit passer par une formation. Des gens aujourd'hui font des études, 10 ans, 12 ans d'études, et ils ne savent même pas c'est quoi une femme. Là, on va essayer en quelques minutes d'apprendre c'est quoi une femme. Je pense que c'est le code de la route. Celui qui veut se marier, il est obligé de passer par un cours comme ça. Que je sais pas pourquoi les gens ils investissent pas dans ces cours-là, d'attraper un rave et de dire Rave, apprenez-moi sur la Torah, c'est quoi une femme?
Vous allez voir, la Torah, là, on va détailler toute la psychologie de la femme. Vous allez voir comment la Torah, elle rentre dans les détails et ça peut résoudre pas mal de problèmes, si ce n'est peut-être la plupart des problèmes. Donc, faites passer ce cours-là si vous pensez que ça vous a fait du bien et ça vous a rendu service, parce que on a besoin de savoir comment ça marche. Et attention, ça s'adresse aussi aux femmes, parce qu'elles-mêmes, elles doivent faire en sorte de créer chez l'homme cette chose-là qu'on va expliquer maintenant. Ok, donc on est parti. La première chose, c'est quoi respecter? C'est quoi respecter sa femme? C'est quoi le respect? Le respect, la définition selon la Torah. En hébreu, c'est quoi le respect? Kavod. Kavod, ça vient de quoi? Pour savoir c'est quoi le. Voilà. Pour savoir c'est quoi le rôle de la chose, on regarde dans le mot, même dans la racine du mot, ce que ça veut dire, et on sait comment, on a la définition du mot. Le mot kavod, donc, comme tu as dit, kaved. Kaved, c'est quoi? Lourd. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a du poids. Respecter, c'est que cette chose, pour moi, cette personne, pardon, elle a de la valeur, elle a du poids, elle pèse, elle a de la valeur. Qui dit valeur, dit donc importance. Qui dit importance, dit il m'aime. J'ai de l'importance à ses yeux, je suis importante à ses yeux, ok? Donc, ça veut dire qu'il m'aime. Chez la femme, c'est exactement l'équation qui se passe lorsqu'on la respecte. Elle fait, l'équation qu'elle a, c'est il me respecte, donc c'est-à-dire que je suis quelqu'un de valeur, j'ai de la valeur à ses yeux, je suis importante, donc ça veut dire qu'il m'aime. C'est l'équation qui se passe dans sa tête. La femme, tu veux savoir si elle te dit est-ce que tu penses que je t'aime ou pas, elle va transférer ça par rapport à combien tu la respectes. Combien tu respectes. Oui, mais attends, mais je lui ai dit que je l'aime. Je lui ai offert une bague, je lui ai offert un manteau en fourrure, je lui ai fait jamais. Ça ne veut pas forcément dire que tu as de la valeur pour elle, qu'elle a de la valeur pour toi, pardon. Ça ne veut pas forcément dire ça. On va expliquer comment ça marche, mais la valeur, c'est combien tu vois que je suis importante à tes yeux, et par rapport à ça, je sais que tu m'aimes. Mais si je t'ai dit que je t'aime, d'accord, j'entends, mais tant que tes actes ne vont pas prouver que j'ai de la valeur, ça reste pour moi une théorie. Quand tu passes à la pratique, ça s'inscrit chez la femme, c'est bon, il m'aime. Et à partir de là, elle se sent bien, elle a quelque chose qui se débloque chez elle, elle a un genre d'équilibre, et à ce moment-là, tout se débloque. La bracha chez l'homme, elle se débloque. À quoi ça ressemble pour bien avoir une image? Si par exemple, j'ai un client qu'il peut m'apporter 10 000 $. C'est quelqu'un, il a une grosse boîte, et s'il signe le contrat avec moi, il peut m'apporter 10 000 $. Maintenant, quelle est la relation que je vais avoir avec lui? C'est une personne qui a de la valeur à mes yeux. Il est important. Il peut m'amener demain, en une signature, un contrat de 10 000 $. 10 000 $, je suis tranquille pour 2-3 mois. Pour moi, c'est un client ultra important. Donc, comment je vais me comporter avec lui quand je vais me retrouver face à lui en dîner, voilà, pour parler d'affaires, ok? Ou qu'il va m'appeler. Maintenant, je suis avec des potes, on regarde un match de foot, et d'un coup, je vois qu'il m'appelle. Oh, monsieur, truc. Oh, tout de suite, le mec, il va prendre le téléphone, il va partir dans un coin, et il va prendre une voix mielleuse comme ça. Oui, bonjour, monsieur. Et pourquoi? Parce que c'est important, j'ai pas le droit à l'erreur. Maintenant, sa femme, elle appelle, juste après. Oh là là, c'est pas possible ça. Oui, chérie, quoi? Ici, il peut très bien déduire que sa femme, elle n'a pas de valeur pour lui. Comment tu te comportes là-bas? Lui, il a 10 000 $, et ta femme, elle peut t'amener beaucoup plus que 10 000 $. Parce qu'elle peut t'amener surtout à la bracha et la richesse. Et il voit bien qu'il y a un manque de respect. Il y a un manque. Je l'aime, j'aime bien sa compagnie, mais elle n'est pas numéro un dans ma vie. Si demain, on va faire du shopping et que j'ai un ami qui me demande de l'accompagner et qu'elle me voit comme ça avec mon WhatsApp, etc., elle va comprendre, mais il s'en fiche de moi. Il n'est pas conscient. Si j'avais été importante à ses yeux, mais il aurait répondu rapidement, il serait resté avec moi. On ne demande pas maintenant à un homme de respecter sa femme comme la reine d'Angleterre et de faire attention à ce qu'il dit, à chaque chose. Non, il peut se comporter naturellement, mais dans son cœur, il lui montre que c'est elle la numéro un. Et ça, pour elle, ça c'est du respect, et c'est là qu'elle traduit qu'il m'aime. Même si il peut, à côté de ça, elle peut être numéro 2, numéro 3 dans son cœur, parce que son job, c'est la chose la plus importante au monde, mais à côté de ça, il peut l'emmener en vacances, lui offrir ce qu'il veut. Elle, dans sa tête, il m'aime pas. Alors qu'il a tout fait pour l'aider, il a pédalé dans le vide, il a fait beaucoup d'efforts, et pourtant, elle a conclu qu'il m'aime pas. Et donc, elle lui rend la vie amère, elle se plaint, elle a un manque d'équilibre, etc. Il lui manque comme si elle a pas son oxygène. Une femme, elle a besoin de son équilibre. L'équilibre, c'est à travers
son mari, elle dépend de son mari. Elle a besoin de voir chez lui combien il aime. Et donc, par rapport à ça, elle va trouver toute son assurance, son équilibre, sa confiance en elle. Elle va se trouver belle, elle va se trouver heureuse, elle va avoir de la joie, etc. Parce qu'elle sait que son mari, il la voit d'un bon oeil. Tout dépend de son mari. Elle est liée, elle est dépendante de son mari. Son mari, il l'envoie balader, il lui dit c'est pas bon ce que tu fais n'importe quoi, etc. Elle ne sait plus quoi faire de sa vie. Elle peut être une femme qui a une carrière énorme, mais quand son mari, il a réduit et il lui manque de respect, elle se sent pas bien. Elle se sent pas belle. Elle se sent déséquilibrée, elle se sent oppressée, elle se sent étouffée comme ça, elle ne sait pas ce qui se passe et elle lui fait la vie amère. Pourquoi? Parce que tout ce manque d'équilibre, elle n'a pas et c'est lui qui peut lui donner. C'est lui qui peut lui donner comme, entre guillemets, de la drogue. Comme si maintenant, j'ai besoin de ça et toi, tu as ça entre les mains, tu ne me le donnes pas. Et elle ne sait pas comment l'exprimer, elle ne sait pas comment lui demander ça, parce qu'elle ne sait pas de quoi on parle, ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Et lui, il doit lui donner ça, il ne sait pas comment le faire. Et il dit, mais je t'ai amené en vacances le jour. Je t'ai sorti, on est parti, on a fait du shopping, tu as dépensé je ne sais pas combien d'argent. 400, 500, 600 euros. Tu continues à te plaindre. Et je t'ai amené une femme de ménage, et je t'ai donné tout ce que tu veux. Et elle, c'est pas, ça ne m'a rien fait. Sur le coup, elle était contente. Elle revient avec ses sacs, elle était contente. Mais 2-3 jours après, c'est reparti. Et il vient en enfer, il ne comprend pas. Et lui, il fait des efforts dans le vide. Et elle ne sait pas comment s'exprimer. Elle ne sait pas comment lui décrire ce qu'elle a besoin. Et comme ça, des couples, ils finissent par divorcer. Tout simplement. Ils n'arrivent pas à trouver une entente parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi. Lui, il donne du respect là où il ne faut pas. Et elle n'a pas ce qu'il lui faut, l'oxygène qu'il faut, son équilibre. Elle lui fait la vie amère. Et donc, ça, on rentre dans un cercle vicieux. Et à la fin, ils sont obligés de se séparer parce qu'ils ne peuvent plus vivre comme ça. Alors, d'où ça sort ça, ce manque d'équilibre? Le fait qu'elle dépend de son mari. Quoi, elle peut pas. Si son mari lui a dit bon, écoute, c'est pas bon aujourd'hui ce que tu as préparé à manger, c'est pas grave. Pourquoi elle le prend, elle le prend aussi dur? Pourquoi elle vit avec comme quelque chose qui l'accompagne, qui lui rend la vie amère? C'est pas grave. Ton mari, il est bon. Il a des périodes comme ça où il t'aime un peu moins que d'habitude. Il te manque un peu de respect. C'est pas grave. Deux mecs, comment ils sont? Des fois, ils se disputent. Oh, ça va. Ils vont pas se prendre la tête. Les femmes, elles sont sentimentales. Elles ont besoin de ça. Et elle ne peut pas vivre si elle n'a pas le respect de son mari, si elle n'a pas l'amour de son mari, qu'elle traduit par le respect. D'où ça sort? Alors, il faut savoir que on va rentrer d'abord dans la source de la Torah et vous allez comprendre la psychologie de la femme à partir de la source de la Torah. Dans la Torah, donc la parashat Bereshit, Perek Gimel, Pasuk Tet Zain, là-bas, Hachem, donc après la faute d'Adam Arishon, donc il a mangé le fruit interdit, là-bas, c'est la femme qui l'a poussé à manger. Donc, chacun, il a reçu 10 klalotes, 10 malédictions. 10 malédictions, 10 défauts qu'ils vont avoir dans leurs caractéristiques, qui vont les accompagner jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a, ce que l'homme il a et ce que la femme elle a. 10 klalotes, 10 malédictions que la femme elle a reçues. Tout ça, ça sort du Passouk. Le Passouk, il dit comme ça, Ve'elisha Amar, et à la femme, il a dit, Arba Arbe Itsevoner Ve'eroner, je multiplierai ta souffrance et ta grossesse, et la souffrance de ta grossesse, ok? Be'etzev teledi banim, dans la douleur tu enfanteras, ok? Ve'alisher teshukater, et vers ton mari sera ton désir, ve'u imsholbach, et lui il te dominera. Comme ça il dit le pasouk, dedans on a 7 klalotes sur 10. C'est quoi les 7? Arba, arbe, multiplier, je multiplierai. On apprend de là les deux écoulements de sang que la femme elle a dans sa vie, qui sont Nida, donc les règles, tous les mois. Okay. Non, et le Dam Betulim, la perte de virginité, aussi là-bas il y a un écoulement de sang. Okay. Ces deux choses-là, deux souffrances-là, ça fait partie des 10 klalotes, des 10 malédictions. Alors ensuite, Itsevoner, Ve'eroner, Be'etzef Teledi Banim, c'est Tsar Gidul Banim, la douleur de l'éducation des enfants. Les couches, les médecins, la maternelle, et il faut lui comment ça s'appelle, l'amener, les devoirs, tous ces trucs-là, les biberons et les trucs et tout ça, ça rentre dans une déclara qui est Tsar Gidul Banim, la souffrance de l'éducation. Tsar Erayon, la souffrance de la grossesse, okay, 9 mois de grossesse, les vomis, et les trucs, etc., les nausées, etc., l'enfantement, dans la souffrance tu enfanteras, l'enfantement, donc d'accoucher, c'est une souffrance, je crois que c'est la pire souffrance de toutes les clalotes, de toutes les malédictions.
Donc on a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Elle Isher Teshukater. Elle Isher envers son mari sera son désir. Elle est dépendante de son mari. Ça, c'est ce qu'on dit maintenant. C'est une Klala qu'elle a reçu une malédiction, qu'elle dépend de son mari. Elle dépend de l'œil de son mari. On va expliquer ça qu'on va détailler maintenant. On va se focaliser sur cette Klala, sur cette malédiction qu'elle a eue, la femme. Et on va expliquer, entre parenthèses, c'est la malédiction principale de la femme, c'est celle-là, qu'elle dépend de son mari. Veuim Sholbach, juste pour finir les 10 malédictions, il la dominera, dans le sens qu'un homme, il a plus de confiance qu'une femme, il est moins sentimental, etc. Donc il a une domination face à sa femme, il a une prise de décision, etc. Il est plus, le masculin, il a plus de tendance, on va dire, à dominer le côté féminin, on le voit dans le monde. Et dans la Gemara, dans la Torah orale, on nous donne encore 3 autres. Se couvrir la tête, donc c'est une des malédictions qu'elle a, se couvrir la tête. Ok. Elle est sous la doute, elle ne peut pas témoigner. Sur la Torah, elle ne peut pas témoigner, donc c'est une genre de faiblesse qu'elle a, qu'elle ne peut pas témoigner. Sur la Torah, le témoignage d'une femme, il ne rentre pas. Il ne rentre pas en compte, sauf sur certains cas. Et la 10e malédiction qu'elle a, c'est Chavusha Bebeta, emprisonnée dans sa maison. C'est quoi emprisonnée dans sa maison? C'est-à-dire, c'est pas qu'elle est à la maison toute la journée. Parce qu'on connaît qu'aujourd'hui, c'est quoi? Il y a des femmes qui font des carrières, etc. Elle peut faire une carrière, être une directrice, un PDG d'une grosse entreprise, elle est prisonnière dans sa maison. Dans quel sens? Que sa maison, elle est comment dire, la fonction qu'elle a dans sa maison, elle a une emprise sur elle. Elle est comme si elle est emprisonnée dans sa maison. Elle est contrôlée par sa maison. Je vous donne un exemple. Ils peuvent rentrer dans un mariage, un couple. Il y a la vaisselle à faire. Lui, il s'en fiche, il va aller dormir. Elle ne peut pas. Elle est obligée de faire la vaisselle. Et ça va, c'est pas grave, demain matin, elle ne peut pas. Non, il y a une chaussette par terre, elle va la ramasser. Lui, il passe au-dessus. Le mec, ça y est, il a enjambé la chaussette, pour lui, il n'a rien vu. Elle, pour elle, non, ça peut pas. Qu'est-ce que ça fait ici? Tout lui dérange. Attends, il y a ça, c'est pas à sa place. Lui, pour lui, ça va, il n'y a rien de mal. Non, il faut que je fasse la vaisselle. Demain matin, je ne peux pas faire la vaisselle. Je la fais maintenant. Mais fais-la demain soir. Mais je ne peux pas. Sa maison, elle a un genre de contrôle sur la femme. Elle est comme si elle est emprisonnée à la maison. À l'époque, elle était vraiment chez elle. Elle ne sortait pas. C'était une femme dans la rue, c'était rare. Il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, elle est contrôlée dans le sens matériel, dans le sens de la fonction qu'elle a à la maison. Elle peut pas. Elle a besoin que sa maison soit propre, etc. Alors que 2 mecs, vous les mettez en colocation dans une université, etc. Alors, pendant 3 semaines, ils peuvent ne pas faire l'aspirateur, ça ne les dérange pas. Alors qu'une femme, même pas en rêve, elle est emprise par ce que la maison lui impose. Ça, c'est les 10 klalotes, les 10 malédictions. Donc, revenons à la principale. La principale, c'est elle est chère tes choukater, envers ton mari sera ton désir. Elle dépend de son mari. Elle dépend de son mari, ça veut dire qu'elle ne peut pas vivre sans voir son mari ce qu'il pense d'elle. Elle a besoin de sentir que son mari, il aime. Que son mari, il aime. Et par rapport à ça, c'est comme ça qu'elle va vivre. Elle ne peut pas vivre sans l'œil de son mari. Malheureusement, c'est pour ça que quand elle n'a pas ce qu'elle veut de son mari, elle va chercher ailleurs. Et elle s'habille un peu dénudée pour qu'on lui dise combien elle est bien, combien elle est belle et qu'on lui fasse des compliments parce qu'il lui manque sa dose d'oxygène qu'elle n'a pas reçue, que son mari n'a pas pu lui fournir. Et qu'on va voir que quand il lui fournit, tout la bracha et la parnassa, elle vient de son bonheur à la fin. Tout le respect qu'il doit lui donner maintenant en lui fournissant ce qu'elle a besoin, en lui répondant à sa malédiction, toute la bracha va venir de là. Maintenant, donc comme on a dit, elle va vivre de l'œil de son mari, comme l'image de la lune qui n'a pas de lumière d'elle-même. Elle a la lumière du soleil. Et donc, vous allez voir des fois des femmes c'est comme des fleurs. Ils n'ont pas eu ce qu'elles veulent, elles sont fanées, elles sont tristes, elles sont pas bien. Leur mari c'est Saddam Hussein à la maison. Fidel Castro, tout le temps, il est dur, il menace, et il est très gentil, c'est quelqu'un de très gentil, mais il est dur avec sa femme. Il est très strict. Et pour lui, il la respecte. Attends, je vais acheter une voiture, je vais lui donner tout ce qu'elle veut. C'est du respect, non? Je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais truc, je lui parle bien. Tu la respectes selon ta vision des choses, selon sa vision à elle. Si on pouvait lui poser la question, tu dirais, il ne me respecte pas, mon mari. Pourquoi? Parce qu'il s'en fiche de moi. J'ai aucune importance, j'ai pas de valeur à ses yeux. Pourquoi? Dès que je lui fais un repas, tout de suite, c'est quoi ça? Alors que sa mère lui fait le même repas, il n'ose pas lui dire. Mais revenons sur l'exemple qu'on a dit. Si maintenant il s'était retrouvé en dîner chez ce client de 10 000 $ et que la femme de ce client, elle lui prépare un gâteau. Non, il n'aime pas. Il a goûté, il n'aime pas. Et ce qu'il va dire, c'est quoi ça? C'est la hystère.
Jamais de sa vie, il va se taire. Pourquoi? Par respect. Respect, elle s'est fatiguée, etc. Il comprend tout ça. Quand c'est sa femme, il n'y a plus de respect. Non, au contraire, pour qu'elle s'améliore, etc. Mais qu'est-ce que tu as gagné à ça? Tu lui as coupé son équilibre. Elle attend ça avec impatience. Tu lui as coupé sa motivation. Elle n'a pas eu son oxygène maintenant. Elle s'en marie même pas. Il m'aime pas. Quel rapport? Je lui dis que je l'aime. Elle a besoin d'actes. On va expliquer comment ça marche. Elle a besoin d'actes. Donc, il y a des femmes qui sont d'un coup, elles divorcent. D'un coup, elles reprennent la joie. Elles se sentent bien. Elles se sentent heureuses. Elles se sentent trucs. Elles sortent. Des trucs. Et quand elles étaient mariées, fanées, toutes fanées. Pourquoi? Parce que leur mari, il leur coupait tout ce qu'il pouvait lui donner. Il bloquait les pots. Il bloquait il fermait les tuyaux. Et elle se sentait étouffée, etc. Elle n'avait pas le respect. Elle se sentait mal aimée. Et donc, elle usait la vie dure. Et comme ça, aujourd'hui, les gens, ils travaillent dans le vide. Ils travaillent dans le vide parce que lui, il est sûr qu'il la respecte, mais il ne fait pas ce qu'il faut. Et elle n'a pas sa dose, donc elle devient, entre guillemets, insupportable à ses yeux. Et c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent dans les Shalabayit. Et Rav, je comprends pas. Elle, tout le temps, elle râle, elle me dit que je fais rien. Et regardez ce que je fais. Il me fait une liste de choses qu'il fait. Et je lui dis, mais tu fais des trucs incroyables. Tout ça, tu fais pour ta femme. Et elle, qu'est-ce qu'elle me dit? Tu fais jamais rien, tu m'aides jamais. Il devient fou. Il dit, mais Rav, je lui dis, ce que tu fais, c'est super. Mais tu tapes à côté de la cible. Comment ça, je tape? Tu tapes à côté de la cible, Rabbi. Et elle ne sait pas comment s'exprimer, elle ne sait pas comment te dire. Mais ici, sache que tu ne la respectes pas. Quoi? Je ne la respecte pas. Alors viens, je t'explique c'est quoi la respecter. Et là, on rentre dans la psychologie de la femme. Là, on a la source, elle vient que la femme, elle a une klala. Elle a une malédiction, elle a un manque, qu'elle dépend de son mari. Elle y cherche les chocataires, son désir, il vient de son mari. C'est-à-dire qu'elle a besoin de voir que son mari l'aime pour se sentir bien dans sa peau. Comment son mari l'aime? Comment elle traduit ça? Maintenant, on rentre dans la psychologie de la femme. La femme, dans son couple, elle a 2 cases. Ça peut être une femme qui a 36 diplômes, hyper intelligente, mais par rapport à son mari, elle a 2 cases. Il m'aime pas. Tout ce que le mari va faire, elle va trier dans une des 2 cases. Je vous donne un exemple. Son mari, il a amené faire du shopping, etc. Ils ont kiffé. Ils sont au restaurant ensemble maintenant, après une belle journée comme ça. Et elle voit son mari qui prend son téléphone et qui commence à parler avec son copain. J'arrive, je rentre bientôt, on sort, etc. Dans quel cas elle va rentrer toute cette journée? Il m'aime pas. Il m'aime pas parce que il est comment dire, ici lui, il a fait ce qu'il faut. Il s'est dit c'est bon, je lui ai offert pour 600 € de fringues. On a mangé au restaurant, on a kiffé, on a rigolé, etc. Mais elle a un radar pour savoir que dans ton cœur, tu as fait tout ça comme si qu'il faut le faire. Comme si tu m'as donné à manger, maintenant pour que je me calme pendant quelques jours, pour pouvoir repartir avec tes copains. Elle a traduit ça en quelques cases, il m'aime pas. Et donc, il a fait tout ça pour rien. Toutes ses dépenses pour rien. Alors que c'est hyper simple. Il a juste à lui montrer que c'est elle la numéro 1 dans sa vie. À partir du moment où tu montres ça à ta femme, c'est toi la numéro 1 dans ma vie, et ni mon job, ni mes amis, ni mes parents, ni mes enfants, la numéro 1 dans la vie d'un homme, c'est sa femme. Si elle arrive, la femme, à comprendre ça, elle tire une conclusion. Quand elle voit au jour le jour, acte après acte, elle voit que c'est comme ça que ça se passe, ok? Elle tire la conclusion, c'est mon mari même, et là, elle se sent bien. Donc, comment ça marche? Je donne un exemple. Il se balade à Jérusalem. Et là-bas, il passe à côté d'une boulangerie, ou je sais pas, d'un resto ou un magasin de chocolat. Et là-bas, elle lui dit, oh là là, ces chocolats, j'adore, ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bon et tout. Je me rappelle, on mangeait ça avec mes parents et tout. Mais génial. Ah, tu veux, je te prends un truc? Non, 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 on a mangé de la viande, etc. Laisse tomber. Ça. Alors, viens, on doit partir. Elle voulait pas trop, elle voulait pas se chauffer, etc. Bon, lui, il a retenu. Ces chocolats, il les aime. 2 semaines après, il s'est retrouvé à Jérusalem. Il s'est dit, tiens, je vais faire un saut là-bas dans la boulangerie, je vais lui acheter des chocolats. Il revient le soir avec la boîte de chocolat. Alors, combien ça lui a coûté? 20 shekels. Qu'est-ce qu'elle traduit? Dans quel cas elle met ça? Mon mari même. Regarde, il s'est rappelé après 2 semaines. Il s'est rappelé que j'aime ces chocolats. Ça veut dire qu'il pense à moi tout le temps. C'est-à-dire que dans sa vie, je suis numéro 1. Parce que je suis la chose la plus importante dans sa vie. Puisque les chocolats, quand je lui dis que j'aimais ces chocolats, il s'en est rappelé. C'est sorti de sa tête. Elle voit comment il se rappelle
avec ses potes, elle voit comment il est dans son job. Chaque chose, il se rappelle. Attends, ce client-là, je me rappelle, il m'a donné comme ça. Et avec lui, il n'a plus de mémoire. Avec elle, il n'a plus de mémoire. Elle a compris très bien, il y a son job, et il y a ses copains, et après, il y a moi. Je suis troisième dans sa vie. Malgré qu'il te gâte, malgré qu'elle ait gâté la femme. Je suis quand même numéro 3. Le déséquilibre, il s'installe. Elle n'est pas bien, elle ne sent pas bien. Et elle lui dit, tu fais rien pour moi. Elle a raison. Il fait rien pour elle. Il a fait beaucoup, mais à côté du mille, à côté de la cible. Elle se sent frustrée. Et elle commence à râler, elle commence à se plaindre, et elle commence à le piquer, etc. Et lui, il devient fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé avec une martienne. Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Et il comprend pas, vraiment, il comprend pas ce qui se passe. Il explique, je comprends pas, je suis maladroit, quoi. Attends, mais il lui explique. Mais attends, je comprends pas, je t'ai fait ça. Tu te rappelles ou pas? Et comme ça, dans des channel bait, je vois le mari qui lui dit, mais attends, tu te rappelles ce que je t'ai fait? Elle dit oui. Et je t'ai aidé comme ça pour le gosse. Et je t'ai fait ci, et je t'ai fait ça. Il lui fait oui, oui, oui. Alors pourquoi tu dis juste avant que je t'ai rien fait? Elle dit, je sais pas. Pour moi, ça vaut rien tout ça. Elle s'est pas expliquée. Il a tapé à côté du mille. Il a pédalé dans le vide, le mec. Il a pédalé dans le vide tout seul. C'est super ce que tu as fait. Quand la cavode, tu as fait beaucoup de choses. Mais sache un truc, que résultat des courses, ta femme, tout ce que tu as fait, elle a mis dans la case, il m'aime pas. Il ne me respecte pas. Moi, j'ai comme ça, dans mon téléphone, chaque chose que ma femme me dit, je le note. Au cas où j'oublie. J'ai un dossier, elle me dit, ah, il faudrait qu'on arrange ça et ça dans la maison. Si je me rappelle, mais des fois, il y a des trucs, je dis, ça, c'est sûr que j'ai oublié. Je prends mon téléphone, je note. Ok, arranger le rideau, comme ça et comme ça. Et après, j'ai ma liste comme ça, je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je viens 3 jours après, une semaine après, j'arrive avec les choses qu'elle m'a demandé. Ouais, tu t'es rappelé? Bah oui. Elle sait, je note, j'ai mes trucs, etc. J'ai mon petit, mon petit fichier, etc. Et c'est comme ça. Pourquoi? Pour lui montrer. Non, c'est toi, la plus importante dans ma vie, c'est toi. Et l'homme, on va lui faire des tests. Il va voir comment sa mère, elle va lui faire quelque chose. Et il va être amené à choisir entre sa mère et sa femme. Ou entre son job et sa femme. Combien de fois ça m'est arrivé où je devais faire des cours devant pas mal de personnes et ma femme, elle a besoin de moi. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? J'appelle la personne qui a organisé le cours. Désolé, je ne peux pas venir. J'ai un empêchement. S'il me dit quoi? Shalom bait. Shalom bait quoi? Comment ça, shalom bait? On est 30 à t'attendre là. Je te trouve un remplaçant, mais je ne peux pas venir. Si ça s'arrange, je viens. Sinon, je suis désolé. Mais quoi? Mais tu n'as pas de respect pour les autres? Aucun respect. Le respect, il va cocher ma femme. Gentiment. Pas être non plus un sauvage. Mais ici, jusqu'à temps que ta femme, elle comprenne que c'est elle la numéro 1, et pose la question à ta femme. Dis-lui, chérie, d'après toi, je suis combien dans ton cœur? Combien tu es toi dans mon cœur? Quel numéro? Quelle place? La vérité, si généralement elle est en 3e, 4e place, elle va pas oser lui dire que parce que c'est se dire que c'est Saddam Hussein à la maison. Elle va pas oser lui dire. Mais sinon, honnêtement, elle peut lui dire. Comme ça, après une longue discussion, elle peut lui dire, écoute, la vérité, des fois, je vois que tu n'as rien à battre de notre famille. Elle va pas lui dire moi, de notre famille, des enfants et moi. Parce que des fois, quand tu as un truc, on voit comment tu pars direct à une réunion, tu ne parles plus à rien. Et quand moi je t'appelle, tout de suite, tu raccroches des trucs. Elle comprend ça. Elle a un radar, elle arrive à sentir le fait. Non, ça, c'est la case, il m'aime pas. Ça, c'est dans la case, il m'aime. Elle voit. Et des fois, lui-même, il va faire un acte. Elle va dire, tu vois, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. Elle va être touchée. Il n'a rien fait de mal. Ici, une personne, elle peut économiser beaucoup d'argent. Il investit, il achète des voitures, il amène sa femme en vacances. Mais je t'ai tout fait. Ribono Shalom, qu'est-ce qui se passe? Et tu peux économiser de l'argent maintenant. Maintenant, sache que si tu mets bien les choses, des petits actes, ils peuvent lui faire tirer une conclusion que c'est toi la numéro 1 dans ma vie. Et elle, une fois que la femme elle a tiré cette conclusion-là, elle te laisse de l'espace. Pourquoi? Parce qu'elle, dans son cœur, tu peux même partir 3 semaines en vacances, en voyage d'affaires. Elle s'en fiche. Dans son cœur, elle sait qu'elle est aimée. Donc elle se sent bien, elle est heureuse, elle fleurit, et elle a toutes ses forces. Ça, c'est l'homme il a la possibilité de lui enlever sa malédiction. Comme on explique maintenant, l'homme, il a la possibilité maintenant de lui enlever ce qu'elle a comme manque, il lui donne son oxygène, et lui-même, il peut faire en sorte qu'elle se sente bien. Une fois que la personne a fait ça, jour après jour, hein, c'est un peu l'exemple d'un jardin. Le mec, il a refait son jardin. Il a, il a investi 60 000 shekels. Il a refait la pelouse. Il a mis des arbres fruitiers, des machins, des trucs. Il a fait une fontaine. Il a fait dans la fontaine, il y a des poissons, des machins. Il a fait un truc de folie. Vraiment un truc énorme.
Maintenant, après 3 mois, il rappelle le mec, il dit: «Attends, dis-moi, il se passe quoi là?» Il appelle le jardinier, il dit: «Je comprends pas, la fontaine, on voit plus les poissons, tout est noir, tout est truc, comment ça marche là? Les arbres, ils sont trucs, il y a des mauvaises herbes partout». Le jardinier, il rigole, il dit: «Mais tu me charries ou quoi? Il faut l'entretenir le jardin. Je vais pas venir tous les si tu veux, je te fais un forfait, je viens tous les mois, il y a pas de problème. Mais sinon, il faut tondre la pelouse, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut tailler les trucs, il faut filtrer là-bas l'eau des poissons, il faut tu crois que c'est comme ça ou quoi? Il faut nettoyer, il faut entretenir». Les gens, c'est exactement pareil. Ils se marient et après ils se plaignent. «Mais attends, je comprends pas, mais pourquoi ma femme, elle est...» Attends, faut entretenir. Ton shalom bayit, c'est comme un jardin. Il y a des mauvaises herbes qui poussent. Si tu fais rien, au bout d'un moment, tu vas sentir qu'il se passe quelque chose. Quand il n'y a pas, le mec, il a pas donné une importance à sa femme, il n'entretient pas, jour après jour, à ce moment-là, c'est terminé. À ce moment-là, au bout d'un moment, elle perd son équilibre, elle voit, il s'en fiche de moi. Il en a rien à battre de moi. Je suis numéro 3 dans sa vie. Donc il ne me respecte pas. Il m'aime pas. Mais oui, mais il lui te dit: «Je t'aime» du matin au soir. Rien, il m'aime pas. Ce qu'il dit, c'est zéro. C'est zéro parce que dans ses actes, il n'entretient pas tout ça. Et qu'est-ce qu'un homme doit faire? Commencer à venir changer dans sa tête le fait que c'est sa femme la numéro 1 dans sa vie. Une fois, alors il y aura des épreuves. Il va devoir prouver tout ça. Il y a un match avec ses copains, d'un coup sa femme, elle est pas bien, elle est malade. J'ai besoin de toi. Il faut que tu m'aides. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est dur. Sache que si tu prends la décision de mettre ta femme en numéro 1, tu ne seras pas perdant. Tu vas relancer, tu vas donner vitalité à ta femme, parce qu'elle a besoin de ça, elle va sentir c'est bon, il m'aime, et sache que la suite, tu vivras dans un Gan Eden. Parce qu'une femme, quand elle est équilibrée, elle est prête à tout pour son mari. Et elle rend le couple un Gan Eden sur Terre. Si on utilise bien le mode d'emploi, de ce que c'est un couple, la femme, elle a ce qu'il faut, elle donne au mari ce qu'il a besoin. Tout ce qu'il a besoin. Et Hachem il peut tester le mec avec ses parents s'il faut. Et ça, c'est ce qui arrive généralement. C'est l'épreuve principale. Ou quand il y a une friction entre la belle-mère et la femme, et généralement là-bas, il envoie des phrases pour dire oui, mais ma mère, oui, mais ma mère. Pas qu'il doit descendre sa mère, mais ici, il doit faire comprendre à ses parents ma femme avant tout. Le problème principal dans les couples, c'est que les parents, ils se mêlent. Et c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que pourquoi il y a une haine généralement entre la belle-fille et la belle-mère? Parce que la belle-maman, elle a les boules. J'ai élevé mon fils, j'ai fait grandir, je lui ai tout donné. D'un coup, il y a une qui vient, elle me le pique. Elle prend tout ce que j'ai construit, en un éclat, elle récupère tout le. Elle récupère le. Comme si quelqu'un il a construit un truc, il a investi, il a fait une société comme ça. D'un coup, il y a quelqu'un qui vient, hop, il lui prend toutes les parts. Ça fait mal au cœur. Alors, faut expliquer à sa maman, entre parenthèses, elle aussi, elle a fait ça à sa belle-mère à elle. Donc, c'est les règles du jeu. C'est comme ça que ça marche. Elle aussi, elle a piqué le fils à sa belle-maman, qui avait tout investi dans son fils. Donc, les règles du jeu, c'est qu'un jour, on va te le piquer, ton fils. C'est comme ça que ça marche. Et ça commence chez la belle-mère, généralement. C'est elle qui commence les pics inconsciemment parce qu'elle a de la haine qui inconsciente en elle envers sa belle-fille qui lui a piqué. Donc, elle vient, elle va envoyer des petits pics. Je te dis, je vais t'expliquer, moi, ce qu'il aime manger. Je t'explique, elle va bien lui faire comprendre, c'est moi qui l'ai construit. Je sais exactement, je le connais mieux que toi. Viens, je t'explique. Et la belle-fille, elle prend mal. Attends, moi aussi, j'ai envie d'exister. Moi aussi, j'ai envie de faire ma vie. J'ai envie de cuisiner, j'ai envie Et ça commence ces trucs. Et c'est là que l'homme, il doit venir faire comprendre ma femme avant tout. Redonner du respect à sa femme. T'inquiète pas, c'est toi qui décides. C'est toi la maîtresse de maison, etc. Sans dispute, sans rien du tout. Ici, quand ses parents ils voient que ça va avant tout, ils ont compris qu'il ne faut pas se mêler. Combien ça arrive des cas comme ça, les trucs. Il y avait l'histoire de Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès, un jour, il faisait un cours toutes les semaines. Et là-bas, il y a une femme qui venait à son cours. Et un jour, son mari, il a craqué. Il en a marre, etc. Tu préfères la tour à moi, tu laisses tout seul, etc. Alors, il ne savait pas quoi faire. Il dit, alors quoi? Tu sais quoi, tu vas aller au cours? Alors tu vas, ok. Et si tu respectes pas ce que je te dis maintenant, je veux plus que tu reviennes à la maison. Et mais quoi, qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller là-bas au cours, ok. Et tu vas cracher dans l'œil du rave. Si tu fais ça, tu peux revenir à la maison. Voilà. Je te dis, c'est la condition pour que tu reviennes à la maison. Il la renvoie de chez elle. Elle va au cours, elle ne sait pas quoi faire, etc. Donc elle suit le cours. Et à la fin du cours, Rabbi Meir Balanès, par Roi Kodesh, il savait tout ce qui se passait. Il a compris, d'en haut, on lui a signalé tout ce qui se passait pour cette femme. Et il marche comme ça, il s'avance vers elle,
Elle est à côté, elle ne sait pas quoi faire. Non, elle doit obéir à son mari. Son mari, il lui a dit, c'est la condition pour que. Il a balancé comme ça le truc. Et elle ne sait pas quoi faire et tout. Et elle dit quoi, je crachais sur le Rav. Mais mon mari, en même temps, il m'a demandé. Et elle ne sait pas quoi faire. Le Rav, il vient, dès qu'il se rapproche d'elle, il commence à prendre son œil. Aïe, 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 j'ai une poussière dans l'œil. Il commence à se débattre comme ça. Et il se met par terre. Vite, vite, aidez-moi. Il faut qu'une femme, la première que vous voyez, il faut qu'elle me crache dans l'œil pour me désinfecter. Bon, les élèves, ils étaient à côté. Ils ont vu la femme. Vite, madame. Et le Rav, il veut nous cracher dans l'œil. Elle a craché dans l'œil de Rabbi Meir Balanès. Merci madame. Batzlacha, bracha batzlacha et tout. Elle s'en va, elle était contente. Mais la chamelle, regarde comment Hachem m'a aidé. Elle retourne, son mari dit, alors t'as craché sur le Rav? Oui, j'ai craché dans son œil. Bon, ok, d'accord. Bon, ils ont fait la paix, machin, etc. Les élèves après, ils ont dit au Rav, Rav, c'est quoi cette histoire-là? Une femme, et pourquoi on ne pouvait pas vous cracher dans l'œil? C'est quoi ce. On vous aurait mis un petit peu d'eau, c'est quoi le problème? Il leur a dit non, il y a eu un problème de Shalom Bait. Il dit Rav, expliquez-nous. On est vos élèves, c'est de la Torah, on veut comprendre. Il dit, bon, il leur raconte l'histoire. Et les élèves, ils ne comprenaient pas. Il dit, mais Rav, mais comment ça vous représentez la Torah. Vous faites cracher par une femme. C'est un manque d'honneur pour la Torah. Vous aurez dû, maintenant, venir, aller voir son mari et lui dire, mais calme-toi. Va boire un peu d'eau, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive, là, que de venir sortir des trucs bizarres comme ça? C'est lui qu'on aurait dû punir. C'est pas à vous de prendre. Qu'est-ce qu'il répond, Rabbi Meir Balanès? Il leur dit, Hachem, pour le Shalom Bait, il est prêt à effacer son nom. Là-bas, il y a marqué comme ça pour la femme qu'on a soupçonnée d'adultère, elle doit venir au Beth Amikdash. Elle a dit non, j'ai pas trompé mon mari, machin, etc. Comment on vérifiait? On prenait là-bas le nom sacré d'Hachem, sur un parchemin écrit, on mettait dans un verre d'eau. On remuait jusqu'à temps qu'il se diluait. Donc le nom, il s'effaçait. Elle devait boire cette eau-là. Maintenant, si elle disait la vérité, l'eau, elle se transformait, elle mettait au monde un enfant de sadique. La prochaine fois qu'elle tombe enceinte, elle mettait au monde un enfant de sadique. Si jamais elle a menti, et qu'en fait elle a vraiment trompé son mari, son ventre il gonflait, et l'eau à elle explosait, elle mourait sur place. Donc c'était entre guillemets la menace pour qu'elle avoue que ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de moyen à l'époque de... Quand on l'a amené là-bas, son mari l'a amené au Beth Amikdash, c'est fini. Soit elle avouait, soit elle disait non, il n'y a pas de problème. Soit elle montait jusqu'au bout, et malheureusement, il y avait ce qu'on appelle la sota, le cas de la sota. Maintenant, il y a marqué qu'Hachem, pour qu'il y ait le shalom bait, pour qu'il se retrouve, pour montrer à son mari combien elle n'a rien fait, il est prêt à effacer son nom là-bas dans l'eau, Hachem, pour pouvoir faire la paix dans le couple. Donc, il a dit quoi, Rabbi Meir? Si Hachem il est prêt à effacer son nom pour faire du shalom bait, pour faire la paix dans le couple, moi, à plus forte raison, que je vais effacer mon respect que j'ai sur ma personne pour faire le shalom entre ces deux personnes. Donc, c'est pas grave, qu'elle me crache dessus. Je suis prêt à m'effacer pour le shalom. Ça, c'est des fois, même un rave, ton job, ta femme, enfin ta mère, tes parents, tout ce qui se passe, tes enfants, tes copains, etc., ça, à côté de ta femme, il y aura des épreuves comme ça où Hachem va devoir te dire choisis, et là-bas, il devra opter pour sa femme. Attention, si elle lui dit transgresser Shabbat, il ne va pas opter pour sa femme. Là-bas, il doit gentiment lui expliquer non, etc. Il n'y a pas de. C'est-à-dire dans les choses qui sont dans le droit chemin. Mais toutes les choses techniques, sa femme. C'est là-bas qu'il va montrer à sa femme quelle case, que là-bas, elle va filtrer ce qu'il a fait. Elle va dire c'est bon, il m'aime. Elle va douter. Il m'aime, mais bon, des fois, encore une fois, il va faire un acte comme ça. Il m'aime jusqu'à temps qu'elle va tirer une conclusion. Dans son cœur, c'est bon, il m'aime. Même si maintenant il montre plus d'efforts, il montre plus qu'il aime, c'est bon. Ça va, avant de s'estomper, ça va prendre du temps. Donc après, il doit entretenir. Il doit entretenir et mettre son respect dans cette chose-là. Et c'est pour ça que des fois, alors pourquoi maintenant il y a des problèmes de couple? Généralement, quand lui, il ne respecte pas sa femme, il croit la respecter, elle se sent pas bien. Et après, il se retrouve pour la relation, les relations intimes. Et là-bas, elle se dit, attends 2 secondes, d'un coup, il me respecte. C'est-à-dire quoi? En fait, je suis un jouet. D'un coup, il me parle gentiment. D'un coup, il est prêt à tout, etc. Mais elle a compris ici, en fait, il se sert de moi. Quand il a besoin de moi, eh ben, il me respecte. Et là, elle bloque. Son mari, il la repousse. Il me dégoûte maintenant. Il me repousse. Pourquoi? Parce qu'il m'utilise comme un jouet. Et généralement, c'est là que ça coupe. Et il n'y a plus de relation.
Et ils vivent combien de couples qui n'ont pas divorcé, mais qui vivent comme des colocataires. Chacun dans une chambre. Combien de couples comme ça, Loa nous? C'est grave. Ils ne veulent pas divorcer à cause des enfants et ils vivent comme des colocs. Et elle, ça y est, elle va plus au mikvé, rien du tout. Si tu me poses la question pourquoi, il me dégoûte. Il me repousse. Mais quoi, comment t'as fait avant pour amener des enfants? Non, je sais pas. Maintenant, il me repousse. Elle comprend que d'un coup, il se réveille. D'un coup, il respecte. D'un coup, il montre de l'amour. C'est ça, non? Donc ici, c'est quoi là? C'est l'astuce. Respecte-la avant. Commence le travail avant. C'est ça qui lui manque à la personne. À son mari, il lui manque cette chose-là. Et c'est là-bas qu'il repart. Et tout le couple, il dépend de la relation. Selon la Kabbalah, l'union qu'il y a dans les neshamot, dans les âmes, elle commence par l'union qu'il y a dans les corps. Entre deux personnes, c'est là-bas que l'union, elle se fait. Maintenant, à chaque instant, pas que au mariage, chaque fois qu'ils se retrouvent, l'homme et la femme, ils s'unissent dans les neshamot. Et donc, en fait, ils font un équilibre dans leur façon de penser. Un homme, lorsqu'il fait une mitzvah, si on pouvait voir sa neshama, elle n'est pas la même. Une femme, quand elle fait une mitzvah, sa neshama, tu vois un homme, tu vois sa neshama. Si on pouvait voir la neshama d'un homme, cet homme-là, il met une pièce de tzedaka. Il a fait une mitzvah, il a mis les tefilin. On revoit maintenant sa neshama juste après, c'est pas la même. Sa neshama, elle a évolué. La femme, elle s'est occupée maintenant, elle a lu des teilim, sa neshama, elle a évolué. Maintenant, l'homme et la femme, ils n'ont pas les mêmes mitzvot. La femme, elle n'a pas besoin de prier, elle n'a pas besoin de mettre les tefilin, le talit, d'étudier la Torah, etc. Par contre, elle a d'autres mitzvot. Nida, elle a des kotnerot, etc. Elle s'occupe de la maison, elle fait des mitzvot de chesed énormes. Les enfants, les trucs, les machins, tout ce qu'elle fait, c'est du chesed du matin au soir. Chaque fois quand elle est en train de placer la couche, comme ça, la lanière de la couche à son fils, ça équivaut à la lanière des tefilin que le mari est en train de poser sur son bras. C'est pareil pour Hachem. Ce qu'elle fait la femme et ce qu'il fait l'homme. C'est pas parce que là-bas c'est une couche et là-bas c'est des tefilin. C'est exactement pareil. C'est le même acte dans le ciel. Maintenant, c'est pas les mêmes actes. Donc il y a des problèmes, des déséquilibres. Et des fois, ils ne se comprennent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus la même neshama. Quand ils se retrouvent, il y a lui, on récupère l'énergie de sa femme, de sa neshama, qu'elle a fait dans ses mitzvot, dans son travail personnel. Et elle récupère ce qu'elle n'a pas fait, par l'étude de la Torah, les tefilines qu'il a mis, etc. Elle récupère aussi cette lumière-là. Donc ils se retrouvent sur la même longueur d'onde, et il y a une entente mutuelle entre les deux, comme par magie. Généralement, quand il y a des problèmes de couple, généralement il y a des problèmes dans la relation. Donc comment ça commence? Encore une fois, par le respect. Non, mais il m'aime pas. Et d'un coup, il m'aime quand on doit se retrouver. Je ne suis pas un jouet. Et là, c'est là que ça casse. Généralement, dans les 2 tiers des cas, ça finit en divorce. Donc, comment une femme, on récapitule, la femme elle-même, elle a une klala, elle a une malédiction qu'elle a eue depuis Adam Arishon, où là-bas, c'est sa, comment dire, sa malédiction principale, Vel Isher Teshukater. Et envers ton mari, son mari sera son désir. C'est-à-dire qu'elle dépend de son mari. Elle dépend de l'œil de son mari, comment il la voit, au jour après jour, dans les actes, combien son mari, elle va dépendre de lui combien il va la respecter. Elle se sent aimée, elle se sent bien par rapport à l'amour que son mari lui donne. Ça dépend du respect qu'il a. C'est quoi le respect, on a dit? C'est de montrer combien elle est importante à tes yeux. Jour après jour, elle va voir. Elle va trier ça. Est-ce qu'il me respecte? Et donc, il m'aime. Ou est-ce qu'il ne me respecte pas? Et donc, il ne m'aime pas. Et donc, là-bas, jour après jour, elle va tirer une conclusion. Et lorsqu'il m'aime, alors elle va être bien. C'est bon. Il lui a enlevé, l'homme, il a réussi à lui enlever sa klala, sa malédiction. Elle a plus ça. Elle dépend plus de lui. Il lui a donné sa dose, entre guillemets, d'oxygène. Elle se sent bien. Elle peut vivre tranquille. C'est bon, elle n'a plus besoin de lui. Il a relancé sa femme. Elle est bien, elle est heureuse, elle est équilibrée. Elle est bien dans sa peau. Elle est partie. Bien sûr, il doit entretenir ça tout le temps. OK? Mais elle se sent bien. D'un autre côté, si il peut dire, j'attends, mais je la respecte, je lui ai acheté ce qu'il faut, je lui ai dit je t'aime, etc. Elle a vu jour après jour, il m'aime pas. Ses actes, ils montrent qu'il me respecte pas, qu'il m'aime pas, je suis pas importante à ses yeux. Si je suis pas importante, alors je suis pas bien, je suis mal dans ma peau. Et elle est frustrée, et elle lui fait la vie dure, et elle lui balance des pics sur pics, et elle fait que se plaindre, etc. Et lui, il devient fou. Je comprends pas. Ça marche pas. Notre couple, il marche pas. Et généralement, ils finissent en divorce ou en coloc. Généralement. Donc, ça, c'est en quelques mots, la psychologie de la femme selon la Torah. Qu'est-ce que l'homme il doit faire et qu'est-ce que l'homme doit faire pour réparer ça? Donc, on a vu que l'homme,
il a entre sa main la possibilité d'enlever la klala de la femme principale, qui est quoi? La malédiction principale qui est qu'elle dépend de son mari. Il a ça entre les mains, l'homme. Hachem, il te dit comme ça, mon fils, tu enlèves la, la malédiction principale de ta femme, qui est entre tes mains, tu peux lui enlever. Je t'enlève ta malédiction principale, mesure pour mesure. Toi, tu as entre les mains d'enlever ça à ta femme. Sache que ta malédiction principale à toi, si tu lui enlèves la sienne, je te l'enlève. C'est quoi la principale de l'homme, la malédiction principale de l'homme? Bezea tapecha tochal lechem. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Hachem, il te dit ça, mon fils, je te l'enlève. Si tu enlèves la malédiction principale à ta femme, en la respectant, je t'enlève ta malédiction principale. Et donc, quand l'homme, il respecte sa femme, Hachem, il le respecte et il fait en sorte que sa vie, elle devienne un Gan Eden sur terre. Il peut travailler, il n'a plus besoin de manger son pain à la sueur de son front. Et l'argent, il rentre directement. Facilement. Il n'a pas besoin de voyager à Tel Aviv ou faire de l'aller-retour en France pour ramener son argent. Et cet argent-là, il lui ramène du bonheur. Parce qu'il y a des gens qui sont riches aujourd'hui, mais ils sont tristes. Ils n'ont pas de shalom bayit. Leurs enfants, ils sont complètement déglingués. Ils sont vides à l'intérieur. Vides. Il y avait un milliardaire, ils lui ont posé la question. Ils ont dit, vous êtes heureux ou pas? L'argent fait le bonheur, monsieur, ou pas? Il a dit non. Un milliardaire. Et on dit pourquoi? Il dit parce que j'ai pas de copain. J'ai un seul ami. Tous les autres, par intérêt, ils sont là par intérêt, ils veulent mon argent. Donc en fait, je me sens seul au monde. Je suis milliardaire, mais je me sens seul au monde. Alors il dit, mais vous avez quand même un ami. Ils lui ont dit, c'est qui cet ami? C'est mon chien. C'est mon chien. C'est lui, je sais qu'il veut pas mon argent. Imaginez-vous, un milliardaire, il a tout ce qu'il faut au monde. Il est triste. Bon, tu peux t'enrichir, tu peux avoir la bracha. La bracha, c'est que tu es protégé. Tu es protégé du corona. Tu es protégé de tout. Il n'y a pas maintenant tu vas crever un pneu sur l'autoroute. Ça n'existe pas, tu as la bracha. Et combien de gens ils peuvent vous témoigner, dès que je me dispute avec ma femme, je sais très bien. Je sais très bien, dans les 2-3 prochains jours, il va m'arriver quelque chose. Combien il me raconte ça quand je me retrouve face à des shalom bayit? Il me dit, je me suis disputé avec ma femme, je vais travailler, je sais que je vais rien faire. J'étais bien avec ma femme, je vais travailler, il me tombe des contrats de fou. Combien? Un mec qui m'a dit, je me suis disputé avec ma femme, je suis sorti, le moteur il a fumé sur l'autoroute. Direct. Il m'a dit, je savais. J'ai rappelé tout de suite, pardon, je suis désolé. C'est comme ça. C'est pas de sa faute à elle. Elle y est pour rien. Tu veux qu'on t'enlève ta klala, ta malédiction, enlève-lui sa malédiction. Quand tu l'envoies balader ta femme, etc., elle ne se sent pas bien. Alors qu'est-ce que tu as gagné de l'aider, etc., eh ben, elle va se sentir bien, parce qu'elle va sentir qu'il me respecte. Et donc, quand elle va se sentir bien, les prochains repas, ils vont être de folie. Par contre, si tu lui mets une pression et sans arrêt en train de lui la démonter, elle va être mal dans sa peau. Donc, les prochains repas, ça va être l'angoisse. Et ça va faire que durer. Donc, souffre un petit peu, c'est pas grave, prends sur toi, mais sache que tu seras gagnant. Sache que tu seras gagnant parce qu'après, tu auras la bracha. C'est-à-dire qu'elle va faire des pâtes, elle va se tromper dans les doses, dans les épices, etc. Il y aura la bracha, il y aura le goût du Gan Eden. Bizarrement. Alors que là-bas, elle a fait exactement la lettre de la recette, mais quand il n'y a pas la bracha, ah mince, le fond de la casserole, il a brûlé. C'est bizarre. Elle s'est oubliée, elle a reçu un appel comme ça a brûlé. Il n'y a pas de bracha, Rabbi. Elle a fait exactement la recette. Là-bas, il y a la bracha. Il y a le bonheur et la personne qui se sent bien. Gan Eden sur terre. Donc, on a compris comment ça marche. Quand on dit que la parnassa, elle vient de ta femme, c'est exactement elle qui détient la clé. Maintenant, on comprend comment les Chachamim disaient, au tout début, on a expliqué, on a dit que il disait les Chachamim, la bracha elle ne se trouve que dans la maison où la personne respecte sa femme. Pourquoi? Parce que quand toi, tu as la possibilité, en toi, de lui débloquer, tu as la possibilité de lui donner ce qu'elle a besoin pour recevoir la parnassa. Tu as débloqué ça, tu as débloqué son mal-être, on te débloque ton mal-être. Qui est, vous pouvez demander à n'importe quel homme, la chose la plus importante à ses yeux, c'est la parnassa. Un homme, il n'est pas bien quand il a pas d'argent. Il est triste, il ne se sent pas bien. Regardez, il y a des études comme ça, psychologiquement parlant aussi. Il y a des études comme ça où ils ont mis des hommes et des femmes dans une salle d'attente. Et c'était pour faire une enquête, une expérience. Et quand ils sont rentrés pour faire l'expérience, on leur a dit, OK, qu'est-ce que vous avez remarqué dans la salle d'attente? C'était ça l'expérience. Ils ne savaient pas, ils étaient en train d'attendre comme ça, et donc ils ont regardé autour d'eux. Et la femme a dit, j'ai bien aimé la déco. J'ai bien aimé comme ça le ton beige comme ça, sur le rose, etc. Les fleurs, les trucs, les tapis et tout. C'était une belle salle d'attente. L'homme, il lui dit, t'as pensé à quoi? Lui, il dit quoi? J'ai vu, vous avez fait du carrelage sur les murs. Ça a coûté cher, ça.
C'est vrai que ça te coûte plus cher de mettre des calages sur les murs. Ce qu'ils ont remarqué, l'un c'était côté technique, côté combien ça va coûter cher ces calages, et elle c'était le côté esthétique. Pourquoi? Parce que lui, il est attiré par ça. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait en sorte le cadeau qu'un homme il veut, c'est la parnassa. Un homme, tu lui dis, c'est quoi le truc en premier que tu voudrais? Moi, je voudrais être tranquille maintenant dans ma parnassa, dans ma situation financière. Donc Hachem, il attrape par la gorge pour lui dire, sache mon fils, je vais te donner le plus beau de tes cadeaux si tu arrives à respecter ta femme. Hachem, il a sorti le grand jeu là. Il a sorti le jackpot. Tu veux la bracha, tu veux t'enrichir, tu veux ton argent, je vais te faire dépendre ça de ta femme. La bracha dépendra de ça. Pour qu'il puisse le faire. Pourquoi? Parce que sinon, naturellement, l'homme, il n'est pas capable de faire ça. Et là, maintenant, on passe au côté des femmes. Les femmes vont dire, attends, mais comment je réveille ça chez mon mari? Comment je vais réveiller chez mon mari le fait de me respecter? Alors, sachez qu'une femme, elle peut réveiller ça. Ici, il faut d'abord qu'elle comprenne que lui, il n'a pas cette clé-là. Lui, il n'a pas cette malédiction. Donc, lui, naturellement, il ne sait pas comment ça marche une femme. Il n'a pas le mode d'emploi, il ne sait pas comment ça marche une femme. Et il ne peut, parce qu'il n'a pas cette malédiction. Donc, en fait, elle, la femme, elle a la possibilité de le comprendre et pas de lui imposer quelque chose qu'elle a en elle et qu'elle s'imagine que son mari, il a aussi cette façon de penser. Déjà, premièrement, on essaie de comprendre ton mari. Juge-le favorablement. N'oublie pas que ton mari, il n'a pas ça. Automatiquement, naturellement, il n'a pas un mari, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de dépendre de sa femme. Lui, il peut vivre tout seul. L'homme, il est introverti. Il n'est pas du tout, il peut vivre tout seul, il est dans son monde, il est renfermé sur lui-même. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il y a une chaussette par terre, puis ça ne dérange pas. Une femme, non. Une femme, elle est dans l'émotion. Elle est dans les sentiments, elle a besoin de ça. Elle a besoin de son mari. L'homme, il a besoin de personne. Il peut vivre tout seul. Il a besoin il s'en fiche du regard des autres. Un homme, si ça tenait qu'à lui, un homme, il peut aller en mariage en tongs, en short et en tongs. Il s'en fiche. Une femme, dites à une femme, mais attends, mais remets la robe du Shabbat là-bas. Oh là là, ouais. Il va voy. Si tu lui dis ça. Une femme, non, mais tu rigoles, ils m'ont déjà vu avec cette robe. Mais c'est pas grave, il se rappelle, je crois. C'est un massacre. Un homme qui dit ça à sa femme, c'est un massacre. Tu rigoles, bien sûr. Il lui faut une nouvelle robe. Il lui faut une nouvelle robe maintenant pour le mariage de trucs. Tu peux pas remettre la même robe. C'est honteux. L'homme, il voit pas, il comprend pas. Donc déjà, premièrement, une femme, il faut qu'elle juge favorablement son mari pour l'aider et pas le descendre. Parce qu'elle, elle dit, mais tu fais rien, etc. Mais aide-le, encourage-le. Regarde le bon côté de ce qu'il fait. Donc premièrement, déjà, de le juger favorablement. D'éviter de voir que le mauvais côté et légitimement, de lui faire comprendre qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour toi. Ok, c'est légitime. On comprend qu'il n'a pas eu ta dose d'oxygène, qu'il t'a pas donné. Mais aide-le, mets-le sur la piste. Comment? Déjà, juge-le favorablement. Il n'a pas ces automatismes-là. Il n'est pas dans ta tête, il ne sait pas comment ça marche. Explique-lui. Dis-lui, regarde, écoute, j'ai vu, tu m'as aidé, tu m'as amené, tu m'as sorti. Mais sache un truc, quand tu es avec tes copains comme ça par téléphone, je sens que tu n'es pas avec moi, je sens que tu t'en fiches de moi. Même, sache qu'une femme, elle a besoin de ça. Une femme, elle a besoin de voir comment tu es là au petit soin, etc. Je vois pas ça. C'est comme ça. Moi, je suis dans les mots, je suis dans les sentiments. Toi, pour toi, c'est bon, tu es dans ta tête. Moi, je suis avec le cœur. J'ai besoin de voir ça. Quand tu peux me dire du matin au soir que tu m'aimes, je n'arrive pas à intérioriser ça dans mon cœur. Toi, pour toi, dans ta tête, tu m'aimes, donc c'est bon, parce que tu es avec ton cerveau. Et moi, je suis dans le cœur. C'est comme ça une femme qu'elle marche. Je t'apprends comment ça marche. Je te donne le bon emploi, je te donne l'astuce pour que tu puisses m'aider. Sinon, tu vas me dire du matin au soir que tu m'aimes, ça va rien me faire. Tu vas m'acheter des trucs, etc. Je vais être contente sur le coup, mais sache que c'est dommage. Donc, aide-le, mets-le sur la piste, premièrement. Jugez favorablement, parce qu'il n'a pas ça, mets-le sur la piste, au lieu de le massacrer. Deuxièmement, l'encourager. De voir le bon côté et l'encourager. Parce qu'une personne, quand elle est encouragée, elle a envie de continuer. Une personne, quand elle reçoit des remontrances, elle a envie de se barrer. Aucune personne au monde n'aime recevoir des remarques. Et généralement, les femmes, elles adorent envoyer des pics à leur mari. Elles adorent des remarques sur remarques, remarques sur remarques. Tu fais pas ça, tu fais pas ça. Tu crois qu'il a la motivation de faire quelque chose maintenant? Il veut plus rien faire, il a plus les forces. La femme, c'est pas son coach. Allez, vas-y, continue, c'est nul. Non, t'es nul. Lui, il se bat. Il veut pas. Pour lui, c'est un poids. C'est un poids d'être avec ma femme. Il voit sa femme comme ça l'appeler. Oh non, elle va encore me faire des remarques. T'es où, machin, etc. Il fuit. Encourage-le. Encourage-le. Ça va l'aider. Ça va l'aider à continuer. Même s'il est dans le mauvais chemin, il va trouver les forces pour la suite. La troisième chose, c'est quoi? Le respecter. Le respecter. La Torah, elle impose à une femme de respecter son mari.
tu vas avoir du respect pour ton mari. Ça, aujourd'hui, on a perdu. À l'époque, ils avaient ça naturellement, nos grands-parents. Une femme, elle respectait son mari. Il y a marqué dans la Gemara, Ezeu Isha Kshera. C'est quoi une femme qui est Kshera, qui est droite? C'est une femme qui respecte son mari. Elle, pour elle, son mari l'a dit, c'est quelque chose de kadosh, de sacré. Il y avait une histoire comme ça avec Rabbi Baba Ben Bouta. C'est un grand sadique. Et un jour, un mari s'est disputé avec une femme, avec sa femme, et il lui a dit, bah, t'as qu'à aller, en araméen, il lui dit, t'as qu'à aller à la porte. Dire, t'as qu'à prendre la porte. De prendre la porte, etc. Et en araméen, la porte, c'est Baba. Baba, en araméen. Non, elle a compris quoi? T'as qu'à jeter à la porte. Alors, il lui a dit une expression comme ça, elle a compris qu'il fallait qu'elle aille voir le Rav, qui s'appelle Rabbi Baba Ben Bouta, ok, et lui jeter quelque chose, hein, je ne sais pas ce qu'elle lui a jeté là-bas. Elle est partie, elle a envoyé un truc dans la tête, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle a envoyé un pot de fleurs ou je ne sais pas quoi. Alors, le Rav, il était sonné comme ça, il se retourne vers elle. Âgé, il était âgé le Rav, il se retourne vers elle, il dit, mais non, pour lui, le Rav, tout vient d'en haut. C'est Hachem, il veut que, bon, il n'y a pas de problème. Détente, il se retourne vers elle, juste pour savoir, ma fille, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu t'énerves? Dis, mon mari, il m'a demandé de jeter à la porte, à la baba, sur nous, le pot de fleurs. C'est mon mari qui m'a demandé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle dit, ah, c'est par respect pour ton mari que tu as fait ça? Alors qu'Hachem, il t'envoie des enfants comme moi, tzadikim comme moi. Comme ça, elle a dit. Elle a eu 2 jumeaux, des tzadikim, comme le Rav. Le Rav, il a compris, c'est ton mari, c'est pas grave. Ce que ton mari dit, mais non, c'était un quiproquo. Ezeu Ishek Shirak, une femme qui respecte son mari. Quand tu respectes ton mari, tu lui donnes des forces. Lui, parce qu'une personne au monde, aucune personne au monde, quand on lui fait du bien, il n'aime pas rendre. Il n'y a personne au monde qui ne va pas vouloir rendre. Une personne, quand tu lui rends service, naturellement, elle a envie de te rendre. C'est pour ça qu'on dit à la femme, respecte ton mari, parce que quand tu vas respecter ton mari, il a envie de te respecter. Il a envie de te rendre. Quelqu'un, on lui achète des choses du matin au soir, on lui donne des choses, il a envie de te rembourser. Attends, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je t'en supplie, laisse-moi te donner quelque chose. Laisse-moi t'acheter. On a envie de lui faire un cadeau à cette personne. Une femme, quand elle le voit comme ça, elle respecte son mari, elle lui donne ce qu'il faut, etc. Il a envie de la respecter en échange. Comment dire? Donc ça, c'est la troisième chose. Première chose, on a dit de comprendre son mari, de bien le juger, etc. Deuxièmement, de l'encourager. Troisièmement, de le respecter. Et quatrièmement, donne-lui la motivation de te respecter. Comment tu faisais avant le mariage? Avant le mariage, une femme, même si elle n'avait pas l'œil de son futur mari, elle faisait attention à elle. Elle s'habillait bien, elle faisait attention à elle. Elle faisait en sorte de ne pas avoir une mauvaise réputation à ses yeux. Et donc lui, comment il réagissait? Il devenait fou d'elle. Il était prêt à décrocher la lune pour elle. Aujourd'hui, elle fait plus attention à elle. Quand son mari ne la respecte pas, automatiquement, elle se laisse aller. Elle s'habille comme elle veut, elle s'habille n'importe comment, etc. Elle lui parle mal, elle envoie balader. Elle n'a plus aucun respect. Donc lui, il n'a plus la force. Maintenant, prends-toi en main, essaye de ne pas perdre ta réputation à ses yeux, et là, tu vas le rendre fou. Comme avant le mariage. Comme tu faisais avant le mariage. Comment il devenait fou, il voulait t'emmener en week-end, il voulait t'emmener là-bas, etc. C'était l'amour fou, les restaurants et les machins. Il avait des papillons dans les yeux quand il te voyait. T'es prêt à tout. Tu veux que j'arrive maintenant? Ok, je prends la voiture. Ah, il partait à 3h du matin. Il allait la voir. Il sortait des sandwichs comme ça dans un parc. Il mangeait jusqu'à 6h du matin. Comment t'avais les forces? Parce que t'arrivais à le séduire, à le charmer. C'est ça qui fait en sorte que. Mais une femme, elle se laisse aller. Il m'a pas donné ce qu'il faut, donc allez, laisse tomber. Laisse tomber, je mets ça. Et donc c'est ça qu'un homme il doit arriver à comprendre. Hachem, il a fait tout ça pour qu'un homme dans son neshama, il puisse passer de la personne qui veut prendre. Un homme, quand il naît au monde, quand il vient au monde, il vient avec les poings fermés. Un bébé, vous regardez, il a les poings fermés. Pourquoi? Parce qu'il veut tout prendre. Quand une personne, elle part de ce monde-là, elle part avec les mains ouvertes. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien pris. Il faut savoir que le fait de prendre, ça fait partie des caractéristiques du corps. Le corps animal qu'on a, il veut que prendre. La neshama qu'on a, elle veut que donner. Le but d'un homme sur Terre, un des buts, c'est d'arriver à transformer le côté animal, le côté matériel en côté spirituel. D'arriver à passer du côté preneur en donneur. De transformer le côté animal qu'il a en côté spirituel. Il a transformé la vache qu'il a en lui en neshama. Pour ça, on t'a mis tout ce système-là pour qu'une personne toujours elle puisse donner à sa femme. Et donner, et donner, et donner, et éclairer. Et après, il donne à ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et vous voyez une personne, comment elle est égoïste.
Elle a un ego surdimensionné quand il est adolescent, il veut manger le monde, il veut tout pour lui. Même plus que ça, quand il est enfant. Il veut que manger, que qu'on lui donne. Il veut manger, jouer, dormir. Et tu fais rien pour la maison? Viens un petit peu dehors, aide-moi à débarrasser. Rien, il veut que prendre. Et à la fin de sa vie, une personne ne fait que donner. Ses enfants, ses petits-enfants. Tu as besoin d'aide, hop, il sort de l'argent. Il aide, il invite tout le monde Shabbat. Et ça, il arrive à transformer tout ça. C'est le but du mariage. Le mariage, il arrive à transformer tout ça. Donc pour ça, Hachem, il est prêt à donner le plus beau cadeau à un homme. La parnassa, la bracha, tu l'auras. Si tu arrives à transformer ça en toi, changer ta nature qu'il y a en toi, tu arriveras à des choses énormes. La bracha. On va finir avec une petite histoire. C'est l'histoire d'un étudiant en Torah, un Bahou Yeshiva, qui habitait aux États-Unis. Il est parti étudier dans une yeshiva en Israël. Là-bas, il connaissait personne, une yeshiva d'Américains. Il connaissait personne. Et lui, de base, en plus, il est timide et tout. Et il s'est retrouvé là-bas. Il ne savait pas quoi faire, etc. Jusqu'à qu'il y a un là-bas dans la yeshiva, un certain Daniel, qui est venu et qui l'a pris sous son aile. Il l'a pris sous son aile. Il lui a dit, viens, frérot, t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Hop, il a trouvé quelqu'un pour étudier. Il a étudié avec lui. Il a aidé dans sa chambre, etc. Il accompagnait jour après jour. Quelqu'un comme ça, vous savez, des fois, il y a des gens, ils ont le cœur sur la main. Ils donnent. Ils sont naturellement comme ça. Et il est tombé sur un gars comme ça, un copain à lui. Il s'occupait de lui. Et grâce à lui, il s'est épanoui. Il a pu s'épanouir. Il a kiffé la Torah. Il a pu faire ce qu'il faut, etc. Il lui doit tout à ce Dany-là, qui a vraiment, pendant 2-3 ans, jusqu'à son mariage, il s'occupe de lui et il a vraiment mis sur un piédestal. Et donc, cet étudiant-là, ce Bachour, il s'est marié. Maintenant, le mariage, il s'est marié avec une Américaine. Comme toute la famille était aux États-Unis, ils ont décidé de se marier aux États-Unis. Ils ont fixé une date, juste après Purim, et 2 semaines avant, juste avant Purim, pardon, et 3 semaines avant Pessah. Maintenant, à la yeshiva, les vacances, c'est à Pessah. Là-bas, il y a un mois de vacances, 1 semaine avant Pessah. Maintenant, ses copains de la yeshiva, ils étaient un petit peu gênés. Comment on va pas rentrer? Si on part aux États-Unis, c'est dommage. 3 semaines après, on doit repartir aux États-Unis pour les vacances. Donc, c'est-à-dire quoi? On va partir pour le mariage, ok? Et on va rater 3 semaines de yeshiva. Il y a eu un genre c'était dur pour eux de faire l'aller-retour pour le mariage. Tu vas faire l'aller-retour, tu vas revenir que pour 3 semaines, alors que tu vas repartir à Pessah. Et si tu restes là-bas sur place, tu vas rater 3 semaines de yeshiva. Donc il y a beaucoup qui ont fait comprendre qu'ils allaient peut-être pas venir à son mariage, dont son ami Dany, qui lui a dit, écoute, c'est dur, comment on va faire? C'est deux allers-retours, ça coûte cher, quoi, en plus. Et bon, il était pas bien et tout. Il parlait avec sa future femme, il disait, mais quoi, j'aurais personne à mon mariage, j'aurais que ma famille, tous mes copains, tous mes amis. C'est dur pour un mari qui aura aucun de ses amis à son mariage. Il ne sait pas quoi faire et tout, et il essaye de reporter, mais d'un autre côté, ça y est, ils ont déjà tout commandé et tout. Ils n'avaient pas calculé ce problème. Et puis, bon, il y a peut-être 2-3 copains qui vont venir finalement, ils ont réussi à venir. Et il est vraiment dépité. Il se retrouve le jour de son mariage. Et bon, il était heureux quand même. Mais au fond, il s'est dit, bon, avec qui je vais danser là-bas? Avec mon père, avec mon beau-père. Mais bon, après, j'ai 2-3 cousins. Ça va être triste, quoi. Bon. Et il arrive là-bas. Il arrive au moment de rentrer sous la roupa. Et là-bas, qu'est-ce qu'il voit comme surprise? Tous ses potes de la yeshiva, dont son meilleur copain Dany en tête, avec un grand sourire. Et il dit de loin, t'inquiète pas, on t'a pas oublié. Maintenant, imaginez-vous la transformation dans son cœur. Il était déjà heureux, mais là, ça va être la folie. Une soirée incroyable. Et la roupa elle passe, etc. Il attrape son pote. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'inquiète pas, on a trouvé des donateurs pour un mariage, etc. Machin, ils ont payé une partie du billet, on a truc, on s'est dit, bon, ils ont fait un truc de fou. On n'allait pas te laisser, tu rigoles ou quoi? C'est ça, on est une vraie famille, on est comme une famille. On est des potes, t'inquiète pas, on va pas te laisser. Et c'est lui qui a tout organisé. Même à son mariage, il lui a sauvé son mariage, et là-bas, la soirée, vous imaginez le truc de fou, incroyable. Voilà, ça c'est l'histoire. Maintenant, 7 ans après, ce Dany ne s'est pas marié. 7 ans après, il se marie. Entre-temps, lui, il se retrouve aux États-Unis, il est rentré avec sa femme vivre aux États-Unis. Et là-bas, ils sont mariés, au Hachem, 3 enfants. Ils sont mariés, au Hachem, tout se passe bien. Lui, il continue à étudier la Torah et tout. Son copain, donc Dany, 7 ans, il ne s'est toujours pas marié.
Il n'a pas trouvé, etc. Et là, il lui annonce, sache, je me marie, hop, on ne veut pas perdre de temps avec ma future femme. Dans 2 mois, c'est bouclé. Voilà, je te donne la date, etc. Je compte sur toi. Ah, mais tu rigoles ou quoi? Bien sûr, je suis là. Il dit à sa femme, ils accrochent là-bas, ils mettent sur le frigidaire le comment dire, l'invitation, etc. Et ça tombe presque comme lui. Ça tombe comment dire, voilà, si je me rappelle bien, lui, c'était le jour de Rosh Chodesh Hadar, donc le premier du mois de Hadar, juste avant, un mois avant Pessah. Ok. Et pareil, son ami il se marie, Rosh Chodesh Hadar. Ok. Ils se sont rappelés de la date, parce que c'était leur date de mariage à eux aussi. Bon, donc bien sûr, ils s'organisent, ils achètent les costumes, les machins pour les enfants, tous les trucs. C'était vraiment le. Bon, les enfants, ils étaient petits, ils n'allaient pas les amener au mariage, mais ils avaient prévu le truc. C'était, il disait à son copain, t'inquiète pas, Dani, tout ce que tu as besoin, n'hésite pas. T'inquiète pas, tout est organisé. Hop. Arrivé le jour du mariage, donc il quitte plutôt le collège pour rentrer. Hop, sa femme, elle dit, ça tombe bien que tu es rentré plus tôt. Je viens de finir de coucher les enfants, la babysitter, elle arrive, on fonce. Ah, super, on arrive en avance au mariage. Et dans la voiture, là, ils montent dans un taxi, et elle dit au taxi, amenez-nous tel endroit. Mais non, il dit tel endroit, dans sa tête, il dit, attends, c'est de l'autre côté du mariage. Le mariage, il a dans le côté à l'est, il amène à l'ouest, là. Qu'est-ce qui se passe Donc, il dit rien. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Où on va? Et elle vient, elle sort un petit cadeau comme ça. Elle lui dit, bon anniversaire de mariage. J'ai prévu une soirée pour toi et moi. Je t'explique. Voilà. Il sort une lettre comme ça. Il voit le parcours de la soirée. T'inquiète pas, j'ai pris la babysitter pour la nuit. On revient demain soir. Ok. Et là-bas, regarde toutes les stations. Ils vont aller dans un parc, manger un pique-nique. Après, ils vont aller dans leur salle de mariage pour manger là-bas, revivre refaire le repas dans leur salle de mariage pour revivre les souvenirs et tout. Et lui, il dit, attends, mais dans sa tête, il dit, elle n'a pas compris qu'il y a le mariage de Dani. Comment on fait? Maintenant, lui, il dit, attends, si je lui dis, écoute, laisse tomber. Après, elle a pris un hôtel, elle a réservé un hôtel. Le lendemain, ils ont un petit déjeuner dans un autre endroit, etc. Toute une journée complète, elle a préparé depuis des mois et des mois leur anniversaire de mariage. Ça tombait le même jour. Maintenant, il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Elle a confondu, elle pensait que le mariage, c'était le lendemain. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ou tu détruis maintenant 6 mois de préparation, ou tu as le mariage de ton meilleur ami. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait gentiment? Attends, mais tu rigoles quoi? Il y a le mariage de Dani. C'est vrai ou pas? Lui, il se dit, attends, je vais quand même appeler un rave de voir ce que je dois faire. Hop, il lui dit, écoute, j'arrive, il va aux toilettes, il sort des toilettes, il appelle son rave. Il appelle un rave important. Le rave lui dit, écoute, je peux pas te répondre, appelle tel. Enfin, c'est trop dur. Est-ce que tu massacres ta femme, quoi? 6 mois de préparation pour le mariage de ton meilleur ami? Je sais pas. Appelle tel rave, lui, il peut trancher, lui, il a les épaules pour ça. Il appelle un rave, non, il peut pas parler le rave, il reçoit des gens, etc. Non, c'est une question de vie ou de mort. Non, il raconte, il dit, j'ai pas l'habitude de mentir. Mais là, je me dis, pour le shalom, je suis obligé. Le shalom, on peut mentir. On peut changer la vérité. Et il dit, c'est une question de vie ou de mort. Ok, je te passe tout de suite le rave. Il rentre, il interrompt le truc. Rav, il y a une question de vie ou de mort. Voda Rav, voilà, je suis avec ma femme. Alors, il lui raconte tout. J'ai le mariage de mon meilleur ami, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, gentiment, et on va au mariage. Ou quoi? Le Rav, il réfléchit. Il lui dit, tant pis pour le mariage de ton meilleur ami. Le respect de ta femme avant tout. Shalom bayit avant tout. Parce que là, tu vas la détruire. Et ça vaut pas le coup. Le mariage de ton ami, il vaut pas le coup. Il vaut pas le coup pour ça. Ok, Rav. Il raccroche. Il revient avec un grand sourire, comme s'il en était. Je sais pas si on aurait réussi l'épreuve. Et lui, il a réussi. Et il revient. Et il passe maintenant. Et il revient maintenant le jour à la salle de son mariage. Et il se rappelle de son pote maintenant, Dani, qui était là. Et il vient. Et sa femme, elle est contente, elle est heureuse, elle est là, tu te rappelles. Il a les larmes aux yeux. Oh, moi, et elle aussi, elle pleure. Il se rappelle des souvenirs, mais lui, il pleure pas pour ça. Lui, il pleure. Et il voit le temps passer. Ça y est, il voit 1h du matin, c'est fini. Et maintenant, il n'y a plus personne dans la salle. Il n'y avait même pas de soirée ce soir-là. Elle avait loué juste la chambre là où ils ont mangé, comme à l'époque du mariage. Et plus rien. Il était 1h du matin. La salle est dans une campagne déserte. Il n'y a pas un chat. Ok. Ils sont tout seuls. Et ils ne savent pas quoi faire. Bon,
Ils discutent. Et d'un coup, ils entendent un boum, un truc énorme, une explosion comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils sortent de la salle, ils voient quoi? Une voiture qui a un accident comme ça sur la route, une voiture retournée, proche du ravin. Elle a percuté la barre de sécurité, et elle a passé la barre de sécurité, il y a le ravin derrière. Il y a un ravin, il y a de la fumée noire qui sort de la voiture. Oh, ils arrivent en courant. Dans lui-même, il raconte, j'ai trouvé des forces en moi. Je savais qu'il voyait du sang couler sous la voiture. Il dit, mais il y a des gens qui sont en train de mourir. La voiture, elle va tomber dans le ravin où elle risque d'exploser, parce qu'il y avait de la fumée noire dans le moteur, des flammes qui commençaient à monter, etc. Vite, il faut les sortir. Il a trouvé des forces. Il a ouvert la porte. Tu sais, les gens avec l'adrénaline, ils sont capables de tout. Qu'est-ce qu'il voit? Qui voit à l'intérieur? Son copain Danny avec sa femme qui reviennent de leur mariage. Il les voit comme ça. C'est pas possible. Je le connais, lui. Il voit son pote Danny dans la voiture. C'est lui qui est dans l'accident. Il le sort, bien entendu. Entre-temps, sa femme, elle avait appelé l'ambulance, etc. Ils sont arrivés, ils sont sortis. Il a réussi à sortir son pote Danny. Sa femme. Il finit, 4 minutes après, la voiture, elle tombe dans le ravin. Il leur a sauvé la vie. Maintenant, il le prend, il arrive à rien. Il avait perdu beaucoup de sang, son ami Danny. Là-bas, il le met dans la civière pour le rentrer dans l'ambulance. Et juste avant, son ami ouvre les yeux. Il le regarde avec un sourire. Et il lui dit, je savais que c'était impossible que j'allais pas te voir le jour de mon mariage. Et il referme les yeux comme ça. Et là-bas, il rentre dans l'ambulance. Il était dans un état critique pendant 3 semaines. 3 semaines. Et il s'en est sorti. Et au Hachem, ils lui ont sauvé la vie. Non, il n'avait pas menti finalement. Quand il avait dit que c'était une question de vie ou de mort, c'est vraiment ça. Ici, regardez ce qui s'est passé. C'est une histoire qui est connue aux États-Unis. C'est une histoire qui est connue aux États-Unis. Ici, le respect de sa femme, il lui a donné la bracha de sauver son ami. S'il n'avait pas respecté sa femme, peut-être que son pote, il serait mort. Il serait parti. Parce qu'ils avaient perdu connaissance là-bas dans la voiture. Et qui les aurait trouvés là-bas? Il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat. Il était juste là, à cet instant-là, et c'est lui-même qui a sauvé son ami. C'est-à-dire que son ami, bien sûr qu'il n'en a pas voulu. Mais la bracha qu'il a reçue d'avoir donné du respect à sa femme, c'est très dur. C'est très, très dur. Mais ici, Hachem, quand on respecte sa femme, Hachem, il te respecte. Il te donne ce qu'il faut. Et il s'est endormi. Ils avaient pris la route comme ça, il s'est endormi dans la voiture. Ça arrive. Après, à 1h du matin, après un mariage, ça fait 2 jours qu'il ne dort pas, il s'est endormi. Accident de voiture, et là, Hachem, il a donné la bracha. Donc ici, si une personne elle veut la bracha, s'il veut la parnassa, il sait ce qu'il lui reste à faire. Donc je ne sais pas si de ce cours-là, vous avez appris comment il y a des choses qui vous ont été utiles pour l'homme comme pour la femme. Mais si c'est le cas, faites passer ce cours. Ça peut sauver plein de couples. Des gens qui n'ont pas le mode d'emploi, qui ne savent pas comment une femme elle fonctionne, ce que la Torah dit sur ça, qu'est-ce qu'un homme il doit faire. Et ils pédalent dans le vide, les pauvres. Et peut-être qu'en quelques minutes, on peut leur donner de l'espoir. Je vois avec tous les couples, les shalom bayit que je fais, qu'Hachem me donne l'opportunité de faire, je vois que c'est ça qui règle les problèmes. Vraiment, quand on leur explique tout ça, la femme, elle comprend enfin. On me comprend. Et l'homme, il voit la lumière au bout du tunnel. Donc faites passer au maximum de personnes. Déjà pour leur sauver leur parnassa. Avec le corona aujourd'hui, il n'y a plus de parnassa, il n'y a plus rien du tout. Mais là, avec ça, tu es sûr de. Hachem, il peut te débloquer des millions s'il veut. Il n'y a pas de problème. Si tu respectes ta femme, un homme, c'est quoi ton métier aujourd'hui? Un homme, il doit répondre, mon métier, c'est respecter ma femme. Je travaille dans quoi? Mon travail, c'est ça qui m'apporte l'argent. C'est ça qui m'apporte la bracha. Donc, si ça vous a rendu service, passez. Combien de couples on peut sauver? Combien de couples ils divorcent parce qu'ils n'ont pas ça? Ils n'ont pas ces informations-là. Donc, transférez le maximum de personnes. Et si on a sauvé un couple, c'est un salaire énorme. Donc, Hachem Ezakenu Bezat Hachem, qui donne le shalom bayit dans les couples, et le shalom bayit entre le Am Israël et Hachem, avec la Menu Mashiach Bekarov, Berachim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Chazak.